Bonjour mes amis. Savez-vous que les pays baltes construisent un mur? C'est exact. Enfin, l'Estonie sera protégée de tous ces Mexicains embêtants. Bien sûr, je plaisante, les pays baltes construisent un mur, non pas contre les Mexicains, mais contre l'armée russe. Il est bien connu que dans les pays baltes, nous regardons notre voisin de l'Est avec méfiance. Pendant des siècles, la région baltique a été un champ de bataille, prise entre les empires, les guerres et les frontières changeantes. Des chevaliers teutoniques à l'Union soviétique. Des armées ont traversé nos terres, laissant derrière elles une histoire de fortifications, de tranchées et de vieilles voitures soviétiques pourries. Les dernières troupes russes ont quitté l'Estonie, l'Ufie et la Lituanie il y a seulement 30 ans. Mais avec l'invasion de l'Ukraine en 2022, les tensions ont atteint un niveau digne de la guerre froide. La Russie a clairement affiché ses ambitions par ses paroles et ses actes. Elle veut reprendre ce qu'elle considère comme des territoires perdus. De nombreux Baltes pensent maintenant que la guerre n'est plus une question de si, mais de quand. Pour se préparer à cette menace, les États baltes prennent des mesures. Le 19 janvier 2024, les ministres de la Défense de l'Estonie, de la Lettonie et de la Lituanie ont annoncé un plan audacieux, la ligne de défense balte. Ce vaste système de défense comprendra des barrières anti-chars, des bunkers et d'autres fortifications le long de la frontière avec la Russie et la Biélorussie. Avec les défenses frontalières, en Finlande, en Norvège et en Pologne, cela formera une ligne continue de protection pour le flanc est de l'OTAN. Mais est-ce que cela fonctionnera? L'histoire a montré qu'aucune ligne de défense n'est totalement impénétrable. Pourtant, la guerre moderne a également prouvé que les fortifications peuvent ralentir, voire arrêter des forces d'invasion plus importantes, mais seulement si elles sont conçues correctement. Dans cette vidéo, je vais analyser la ligne de défense balte, expliquer comment elle pourrait être construite, ce qu'il faudrait pour la défendre et si elle pourrait réellement stopper une invasion. Revenons au XIIIe siècle. Lorsque les Danois, vous savez, les Danois, ces Danois amicaux qui régnaient sur le nord de l'Estonie, ont construit le château Hermann à Narva. Parce qu'à cette époque, les menaces venant de l'Est étaient déjà bien réelles. Le château n'était pas seulement une forteresse, c'était une fortification frontalière contre les puissantes républiques de Novgorod et de Pskov. Mais ce n'était pas un effort isolé. Une ceinture de châteaux s'étendait de Narva jusqu'à Daugavpils. Dans la Lettonie actuelle, cela formait la principale ligne défensive de la Livonie. Pendant près de 3 siècles, elle a tenu. Mais l'histoire montre que même les lignes les plus solides peuvent être franchies. Et dans les années 1550, Ivan, les forces terribles, ont fait exactement cela, déchirant la Livonie. Au cours de la brutale guerre de Livonie, la région a changé de main, mais le besoin de défense est resté le même. Les fortifications ont été améliorées jusqu'en 1710, lorsque les armées de Pierre le Grand ont pris le contrôle de l'Estonie et de la Lettonie, la région faisant désormais partie de l'Empire russe. Les priorités défensives ont changé. La menace venant de l'Est n'était plus une menace, c'était le gouvernement, et ainsi les grandes fortifications frontalières ont perdu de leur importance stratégique. Avançons jusqu'aux guerres d'indépendance de l'Estonie et de la Lettonie de 1918 à 1920. Il s'agissait d'une guerre de mouvement, pas d'une guerre de tranchées. Mais même alors, les positions défensives étaient les cruciales. En Estonie, des endroits comme Narva et Besseri ont vu la construction de lignes défensives. Maintenant, comparez cela avec la Finlande, qui dans les années 20 a construit la ligne Mannerheim pour se défendre contre l'Union soviétique. Pendant la guerre d'hiver, il n'y avait pas que la neige qui parlait finnois, c'était aussi le béton. L'Estonie et la Lettonie, pour diverses raisons, n'ont pas fait de même. Mais dans les années 30, lorsque la situation sécuritaire s'est détériorée, l'Estonie a commencé à planifier la ligne Laidoner, qui devait être une série de positions défensives modernes. Mais avant qu'elle ne puisse être achevée, les troupes soviétiques sont arrivées en en 1940 et le projet a été abandonné. Puis vint la Seconde Guerre mondiale. Avec la violence du front de l'Est, les Allemands se sont inspirés de l'histoire et ont construit des positions défensives le long des barrières naturelles. La rivière Narva, les collines de Sinemad, et ce n'était pas de simples petites fortifications, c'était une véritable guerre défensive. La bataille de Narva en 1944 fut un bain de sang, coûtant aux Soviétiques environ 500 000 pertes. Mais comme l'histoire le montre souvent, les lignes défensives ne tiennent que tant que l'ennemi ne trouve pas un autre moyen de les contourner, et finalement, les Soviétiques l'ont fait. Pourquoi est-ce important aujourd'hui ?
Parce que la leçon est claire. Les États baltes ont toujours dû se préparer aux menaces venant de l'Est. Cela fait partie de notre histoire et de notre réflexion stratégique. Et même si les défenses d'aujourd'hui ne ressemblent pas à des châteaux médiévaux, le principe reste le même. Les pays baltes ont commencé à se préparer sérieusement à la guerre après l'annexion de la Crimée en 2014. La même année, le service fédéral de sécurité russe a enlevé un agent du service de sécurité intérieure estonien qui rendait visite à un informateur à la frontière. Depuis lors, l'Estonie construit une clôture frontalière et un réseau de drones pour empêcher les agents russes et les contrebandiers de franchir la frontière. La Lituanie nous a suivis en 2017 en construisant une nouvelle clôture à la frontière avec Kaliningrad. Bien sûr, le début de l'invasion de l'Ukraine en février 2022 a tout changé. On n'en parle pas beaucoup, mais depuis 2014, l'Ukraine construisait un véritable mur européen à sa frontière avec la Russie. Le projet devait être terminé en 2025, donc ils ont pu construire des centaines de kilomètres de frontières avant l'invasion. Cependant, la frontière russo-ukrainienne fait plus de 2000 km de long, donc la couvrir entièrement avec des structures défensives est presque impossible. Les forces russes ont rencontré beaucoup plus de difficultés dans les zones du Donbass, où les lignes de front étaient continuellement fortifiées depuis 2014. Ainsi, lorsque les Russes eux-mêmes ont commencé à se replier sous les contre-attaques ukrainiennes, ils ont décidé de construire des positions défensives. C'est ainsi que la ligne Sourovikine est née. Ceux qui suivent ma chaîne depuis longtemps se souviennent que moi et beaucoup d'autres youtubeurs, blogueurs militaires, nous plaisantions à propos de cette ligne. Lorsqu'LS1 a été créée pour la première fois, elle s'effondrait pendant sa construction, et elle a été percée par les Ukrainiens lors de la contre-offensive. Mais après tout, elle était là, elle a suffisamment ralenti les Ukrainiens pour limiter leur avancée en 2023, et c'est ce que les Russes voulaient qu'elle fasse. C'est une leçon importante que les Baltes ont tirée des Russes. Toute défense vaut mieux que pas de défense du tout. Nous ne voulons pas que les Russes prennent le moindre territoire, donc nous devons les vaincre à la frontière. Comme l'a dit l'ancien chef des forces de défense Martin Erem. Citation. « L'armée russe n'a aucune raison d'occuper la Thaïlande. Elle peut semer la terreur dans la ville de Pilva pendant 1 mois, la transformer en un autre boucher, puis se retirer. Alors que nous resterons à nous disputer entre nous. » Fin de citation. Les pays baltes ont de quoi s'inquiéter. Avec une population totale de seulement 6 millions de personnes, leurs ressources, tant en main-d'œuvre qu'en fonds, sont très limitées. Contrairement à la plupart des armées occidentales, les pays baltes adoptent le concept de défense totale, mobilisant toute leur population pour l'effort de guerre. Dans les pays de l'OTAN, les combats sont menés par de petites armées professionnelles. Le modèle de défense totale établit que pendant la guerre, chaque ressource disponible doit faire partie de la défense du pays. Alors que l'OTAN offre un cadre plus large pour la sécurité régionale, le modèle balte met l'accent sur l'autonomie et la mobilisation rapide comme première ligne de défense. Malgré cela, leurs forces armées, bien qu'elles dépassent les attentes grâce à leurs forces de réserve, manquent de ressources financières importantes. Cela les a forcés à se concentrer sur l'essentiel, délaissant les technologies militaires avancées. Sans une marine, une force aérienne ou une flotte de chars de taille importante, les pays baltes ont adopté une stratégie défensive qui a été baptisée Hérisson. Cette stratégie repose principalement sur des forces d'infanterie légère qui s'enterrent et tiennent leur position contre des forces largement supérieures. Jusqu'à ce que les alliés de l'OTAN, en particulier les États-Unis, puissent rassembler leurs troupes et renforcer la région. Depuis 2014, les armées baltes ont connu des changements importants, allant de la révision du principe fondamental de la défense totale à la modernisation des moindres détails de l'équipement. La Lituanie et la Lettonie ont réintroduit la conscription nationale en 2014 et en 2022. L'Estonie l'a toujours eue. Auparavant, les stratégies de défense baltes mettaient l'accent sur la manœuvre, la guerre et les campagnes de guérilla pour affaiblir les forces d'occupation jusqu'à ce que les alliés de l'OTAN rassemblent suffisamment de forces pour libérer à nouveau les pays baltes. Ce modèle a maintenant été revu. La guerre russo-ukrainienne a montré qu'abandonner le contrôle du territoire serait trop coûteux, tant pour les civils que pour les soldats qui doivent libérer à nouveau ces zones. Nous avons tous vu ce qui s'est passé à Boutcha. De plus, dans les pays baltes, beaucoup doutent que les politiciens occidentaux prendraient même la décision de nous libérer.
Il suffirait d'un seul politicien comme Urban pour bloquer les actions de l'OTAN. La hausse des dépenses militaires lors de la dernière décennie a permis aux pays baltes de moderniser grandement leur équipement. Depuis 2022, l'attention s'est de plus en plus portée sur la guerre statique, y compris l'utilisation d'armes à longue portée. L'Estonie a reçu notre premier lot de HIMARS il y a seulement 2 semaines. C'est vraiment impressionnant. Les leçons tirées de la guerre en Ukraine ont conduit les 3 pays à investir massivement dans des armes de moyenne et longue portée capables de cibler les bases logistiques et les concentrations de troupes au-delà de la ligne de front. Au fait, saviez-vous que l'Estonie a un littoral? Des systèmes de missiles défensifs capables d'atteindre Saint-Pétersbourg, la 2e plus grande ville de Russie, qui abrite la flotte russe de la Baltique. Et nous avons ces missiles qui attendent des coordonnées. Les pays baltes souffrent non seulement d'un manque de ressources, mais aussi d'une profondeur stratégique limitée. Par exemple, lors de l'invasion russe de l'Ukraine en 2022, les forces russes ont atteint la banlieue de Kiev, Obolon, à environ 100 km de la frontière, en 24 heures dans les pays baltes. 100 km, c'est la moitié du pays et cela inclut 5 des 10 plus grandes villes de la région. Nulle part cette faiblesse n'est plus évidente qu'en Lituanie. La capitale lituanienne, Vilnius, se trouve à moins de 35 km de la frontière russo-biélorusse. C'est bien plus proche que la distance entre n'importe quelle grande ville ukrainienne et la frontière russe. Même sans franchir la frontière, les forces russes pourraient librement viser Vilnius, la plus grande ville des pays baltes, avec des tirs d'artillerie. La Lituanie partage également près de 1000 km de frontière avec la Biélorussie et Kaliningrad. Alors que la frontière de Kaliningrad suit en grande partie des rivières offrant certaines défenses naturelles, le reste de la frontière lituanienne est un patchwork de petites forêts et de champs ouverts. La majorité de la population lituanienne réside dans un corridor entre ces États, qui subirait probablement le gros d'une invasion visant à couper le vital corridor de Suwałki. La Lettonie rencontre des défis analogues. Bien que certaines parties de sa frontière orientale soient couvertes de forêts et de marécages, d'importantes zones ouvertes dans des villes clés comme Rēzekne et Daugavpils sont également très proches. Historiquement, les défenses dans la direction de l'est de la Lettonie ont été percées pendant les guerres d'indépendance ainsi que pendant la Seconde Guerre mondiale, ce qui a conduit à la division de la Lettonie et à des attaques contre l'Estonie depuis le sud-est. Depuis la Seconde Guerre mondiale, les zones frontalières en Lettonie et dans l'ensemble des pays baltes ont connu d'importantes reforestations en raison des changements économiques et de la collectivisation soviétique. Cela signifie qu'il y a aujourd'hui plus de forêts aux frontières qu'il y a 100 ans. Parmi les 3 États baltes, c'est ici, en Estonie, que nous avons la frontière la plus avantageuse. Environ la moitié de la frontière avec la Russie est couverte par le lac Peipuu, ce qui constitue une barrière défensive naturelle. La frontière nord-est suit la rivière Narva et est boisée et marécageuse, très marécageuse, forçant toute force d'invasion à passer par un corridor étroit entre la forêt et la mer Baltique. Cependant, la frontière sud-ouest, bien que vallonnée et boisée, est moins défendable. Depuis l'adhésion des États antabaltes à l'OTAN en 2004, il y a un problème qui a empêché les logisticiens et les planificateurs de dormir la nuit. Les États baltes ont passé plus d'une décennie à se préparer à une confrontation avec la Russie et ils ont commencé à accumuler des munitions pour un conflit prolongé. Le besoin de munitions supplémentaires est un sujet brûlant en coulisses dans les États baltes depuis février 2022. Même si ces inquiétudes sont atténuées par de nouvelles injections de fonds des gouvernements baltes. La vérité, c'est que les États baltes, en raison de leur petite taille et de leur proximité avec la Russie, n'ont tout simplement pas l'industrie militaire nationale nécessaire pour approvisionner leurs troupes dans un conflit de l'ampleur de la guerre en Ukraine. Les stocks de munitions et d'armes pourraient atténuer le problème, mais ils ne constitueront pas une solution à long terme. Nous devons commencer à produire pour résoudre ce problème. La capacité de l'OTAN devrait s'avérer largement suffisante pour produire ce qui est nécessaire et l'envoyer dans les pays baltes, avec les troupes et l'Alliance. Cependant, la zone la plus vitale de la logistique de l'OTAN est paradoxalement aussi le point faible de la ligne défensive balte. Longtemps considéré comme la faille dans l'armure de Nassau, le corridor de Suwałki se trouve à la frontière entre la Lituanie et la Pologne. Ce corridor de 65 km ne représente pas seulement la seule route terrestre vers les pays baltes, mais il sépare également l'oblast de Kaliningrad, stratégiquement important, de la Biélorussie et de la Russie. Les différences en matière de défense se manifestent dans la mise en œuvre de la ligne défensive balte.
La Lettonie et la Lituanie prévoient de construire des bunkers, principalement le long des routes principales, qui sont les itinéraires d'invasion les plus probables, car l'ensemble de la frontière est tout simplement trop long pour être couvert avec les budgets actuels. L'Estonie, cependant, a l'intention de construire 600 bunkers capables d'abriter 6000 défenseurs. Cela nous aide beaucoup que, comparé à l'Ukraine, le terrain soit beaucoup plus boisé et marécageux. La mort malheureuse de soldats américains en Lituanie montre que ces marais peuvent être très dangereux. Armes. Les trois pays se sont mis d'accord pour déployer un mélange d'installations anti-mobilité telles que des dents de dragon, des hérissons anti-chars et des mines anti-chars. Cela sera stocké dans des points de soutien et des zones de stockage à l'arrière de la ligne défensive. Non seulement cela, mais un mur de drones sera également créé, s'étendant de la Norvège à la Pologne. Nous parlons de plus de 2000 km en Estonie. La profondeur de la ligne devrait atteindre jusqu'à 40 km, avec des bunkers servant de points forts pouvant être renforcés par des champs de mines et des tranchées si nécessaire. C'est une leçon. Je suis ravi que l'Estonie soit prise. Si la défense est longue et difficile, tôt ou tard elle sera percée et ne fonctionnera plus. Les lignes défensives doivent être souples. Ainsi, quand la pression augmente, elles plieront sans se briser. La construction a déjà commencé en Lettonie et en Lituanie, avec des installations anti-chars comme des dents de dragon et des hérissons stockés près de la frontière. L'Estonie prévoit de commencer la construction de bunkers cette année, ayant déjà terminé les tests pour différents modèles de bunkers. Ces bunkers modulaires, mesurant 35 mètres carrés et pouvant accueillir 10 soldats, seront construits à 2 mètres sous terre et conçus pour résister à des impacts directs d'obus d'artillerie standard de 155 mm. Bien que ces plans reflètent la vision de l'État balte considérant la Russie comme une menace à long terme, ils n'indiquent pas un danger immédiat venant de la Fédération de Russie. Bien que la Russie ait démontré sa volonté de reprendre des territoires de l'Union des républiques socialistes soviétiques, la guerre en cours a épuisé ses ressources à un point tel qu'une invasion des pays baltes n'est pas envisageable immédiatement, à moins qu'ils ne prévoient d'attaquer à cheval. Les Mongols ont réussi à franchir la Grande Muraille de Chine grâce à leurs excellentes tactiques militaires. Avant l'invasion de 2022, l'armée russe a mis presque 1 an et demi à rassembler ses forces à la frontière ukrainienne. Si une invasion des pays baltes et suivait un modèle similaire, la plupart des fortifications supplémentaires, y compris les tranchées et les champs de mines, pourraient être préparées par des unités de réserve en peu de temps. Comme l'a déclaré l'ancien chef des forces armées estoniennes, Martin Herem, et je cite « Je ne pense pas que nous devrions la construire comme la ligne Maginot ou une structure similaire. Cependant, nous devons être capables de créer une telle ligne de défense en un temps extrêmement court, en seulement quelques jours. » Fin de citation. En conclusion, les plans pour une ligne défensive contre la Russie montrent la méfiance que nous, dans les pays baltes, avons envers la Russie. Cette position est confirmée à tous égards par les guerres menées en Ukraine, en Géorgie et en Moldavie. Les pays baltes, qui ne peuvent pas se permettre le luxe d'une défense en profondeur, ont maintenant décidé que la menace d'une agression russe a atteint le niveau des années 30. Aux yeux des États baltes, le manque de main-d'œuvre et de ressources dans ces petits pays a rendu nécessaire la construction de la ligne défensive comme multiplicateur de force. Seul l'avenir dira si ces craintes sont justifiées ou si ces fortifications marquent la fin de siècles de conflits autour de cette petite région côtière. Mes amis, c'était mon analyse approfondie de la ligne défensive balte. Si cela vous a plu, abonnez-vous à la chaîne et si vous souhaitez recevoir ces vidéos 4 fois par mois. Celle-ci s'ajoute à mes mises à jour sur l'Ukraine. Il s'agit d'analyses approfondies de sujets liés aux pays baltes et à l'Ukraine. Elles sont réservées aux membres, alors inscrivez-vous pour en devenir un. C'est seulement 99 centimes par mois, donc $1 par mois. Le lien se trouve dans la description ci-dessous et vous verrez ensuite 4 vidéos d'analyse approfondie supplémentaires réservées aux membres chaque mois. Je vous retrouve dans les abonnements, mes amis, jusqu'à ma prochaine vidéo et au revoir.